2 mois avant mon mariage, j'ai découvert ma fiancée et mon frère ensemble dans mon propre lit. Après qu'elle soit tombée enceinte, ils se sont mariés, mais maintenant il a abandonné, et mes parents s'attendent à ce que je l'aide. Il y a 3 ans, j'étais fiancé à une femme que j'appellerais Lila. À l'époque, je croyais sincèrement qu'elle était le grand amour de ma vie. Nous étions ensemble depuis près de 5 ans et notre relation semblait solide. Nous exercions tous les deux la profession d'avocat, ce qui nous soumettait à une routine intense et accélérée, mais nous priorisions toujours le temps passé ensemble dès que nous avions une pause dans notre emploi du temps. L'année où je l'ai demandé en mariage aurait dû être la plus heureuse de nos vies, mais un événement inattendu a tout changé. Lila a perdu son emploi. Cela s'est produit parce qu'elle a enfreint certaines règles de l'entreprise. Je n'entrerai pas dans les détails, car il s'agit de quelque chose de très personnel, mais disons simplement que le licenciement était définitif et sans détour. Si vous avez déjà rencontré un professionnel obsédé par le travail, vous devez comprendre comment une telle perte peut profondément ébranler une personne. Pour Lila, le travail n'était pas seulement une obligation, mais une partie de son identité, de sa fierté et de son sens du but. Se retrouver soudainement sans emploi a été un choc immense pour elle. Déterminée à se relever, elle a immédiatement commencé à chercher un nouvel emploi, envoyant des CV à diverses entreprises. Cependant, son domaine d'activité était très spécialisé, et les opportunités étaient rares, surtout compte tenu des circonstances de son départ de son ancien emploi. Le temps passait et elle restait sans nouvelle affectation. Pendant cette période, j'ai fait de mon mieux pour la soutenir. Je lui ai assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour l'argent et que je prendrais en charge les dépenses. Après tout, nous allions nous marier et je me sentais responsable d'elle. Sachant que Lila avait tendance à se surcharger et à se stresser, je lui ai conseillé de se détendre et d'essayer de ne pas se consumer avec la situation. Pour ma tranquillité, elle a accepté ma suggestion ou, du moins, a essayé. Avec plus de temps libre, elle a décidé de suivre un ancien rêve, apprendre la céramique. Elle s'est inscrite à un cours local et a commencé à se consacrer à cette nouvelle activité. Coïncidence. Ce même cours était également fréquenté par mon frère, Masson. Pour que vous compreniez mieux, Masson a toujours été mon opposé. Alors que j'étais l'étudieux et concentré sur ma carrière, il était le fauteur de troubles de la famille, celui qui se mettait dans des ennuis et ne prenait jamais rien trop au sérieux. Il s'était construit une réputation de séducteur insouciant, passant d'une relation à l'autre sans engagement. Lila le connaissait depuis le début de notre relation et était consciente de son passé. C'est pourquoi, quand j'ai réalisé qu'il fréquentait le même cours, j'ai considéré cela comme une simple coïncidence. Cependant, en y repensant, c'est là que tout a commencé à changer. En quelques semaines, ils sont devenus très proches. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Masson offrait de la conduire au cours, et pour moi, cela semblait juste un geste gentil, bien que inhabituel. Elle rentrait à la maison enthousiaste, racontant les cours et montrant les pièces qu'ils avaient créées ensemble. Mais avec le temps, les rencontres se sont étendues au-delà des cours. Ils ont commencé à sortir le week-end, visitant des musées et de nouveaux restaurants. Des activités que, normalement, Lila et moi faisions ensemble. Maintenant, c'était Masson qui l'accompagnait. Bientôt, il est devenu impossible d'ignorer les changements dans le comportement de Lila. Elle passait beaucoup plus de temps avec Masson que je ne le jugeais approprié, et cela a commencé à affecter notre relation. Elle a même annulé nos rendez-vous pour être avec lui. Comme je ne suis pas du genre à garder des doutes sans éclaircir, un jour je l'ai confronté directement. Je lui ai demandé sans détour s'il se passait quelque chose entre eux. Lila a été surprise et, apparemment, offensée par ma question. Elle a nié catégoriquement toute implication romantique, insistant sur le fait que tout n'était qu'une amitié innocente. Elle a comparé ses interactions avec Masson à une fraternité décontractée. Elle semblait sincèrement blessée que je puisse même suggérer une trahison, et pendant un instant, je me suis senti coupable de douter d'elle. Cependant, au fond, ces paroles ne m'ont pas totalement convaincu. La confirmation de mes soupçons est venue 2 mois avant le mariage. Je travaillais sans relâche pour assurer notre stabilité financière, assumant toutes les dépenses depuis que Lila avait perdu son emploi. Je portais le poids des coûts de la maison et du mariage, tandis qu'elle n'avait toujours pas réussi à se replacer sur le marché. Bien qu'elle utilisât une partie de ses économies pour couvrir de petits besoins, je portais la charge principale. C'est dans ce contexte que j'ai découvert la trahison, et tout s'est effondré. Entre porter toutes les dépenses et gérer le stress de l'organisation d'un mariage, mes heures au bureau sont devenues de plus en plus longues et épuisantes. Je n'étais pas aussi présent que j'aurais dû l'être, et peut-être que cela a donné à Lila et Masson l'occasion de se rapprocher autant. Un soir, je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires, impatient de surprendre Lila et de passer du temps avec elle. Dès que je me suis garé dans le garage, j'ai immédiatement remarqué la voiture de mon frère stationnée là. À un autre moment, cela ne m'aurait pas inquiété, puisque Masson avait l'habitude de passer sans prévenir. Mais cette fois, c'était différent. Il était déjà plus de 9 heures du soir, et sa présence à cette heure a déclenché une alerte. J'ai déverrouillé la porte et suis entré silencieusement. Avant même de voir quoi que ce soit,
j'ai entendu des rires étouffés venant de l'intérieur de la maison. Le salon était vide, mais la télévision était allumée, projetant des ombres intermittentes dans la pièce. Mon regard s'est dirigé vers les canettes de bière éparpillées sur le sol, puis vers un détail impossible à ignorer. Les vêtements de Lila étaient là, jetés parmi les canettes. Mon estomac s'est retourné. Je savais exactement ce que j'allais découvrir. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, mais une autre, celle qui avait besoin d'une preuve définitive, m'a poussé en avant. J'ai marché lentement, le cœur battant dans ma poitrine, jusqu'à atteindre la porte de la chambre. Je me suis arrêté là un instant, respirant profondément. Et puis je les ai vus, Lila et Mason, ensemble d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. J'ai toujours été une personne calme et contrôlée, mais cela, c'était une trahison sans précédent. Ma fiancée, la femme avec qui j'étais censé me marier dans 2 mois, était dans mon lit avec mon propre frère. Sans dire un mot, je me suis avancé jusqu'au lit et ai attrapé Mason par la nuque, éloignant son visage de Lila. Le choc dans son regard m'a donné un goût amer de satisfaction. Son expression est passée de la confusion à la pure terreur dès qu'il a réalisé ce qui se passait. Je n'ai même pas jeté un regard à Lila. Mason a essayé de se justifier, murmurant des excuses qui, à ce moment-là, ne signifiaient absolument rien pour moi. Avant qu'il puisse continuer, j'ai frappé son visage de toutes mes forces. Le craquement sec de l'impact m'a donné un sombre soulagement en voyant le sang commencer à couler de son nez. Il a crié de douleur, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai frappé un autre coup, et un autre, chacun portant le poids de ma colère et de ma déception. Mason est tombé au sol, gémissant et essayant de se protéger avec ses bras, mais j'ai continué. Quand j'ai enfin arrêté, il était au sol, ensanglanté, implorant ma pitié. C'est alors que je me suis tourné vers Lila. Assise sur le lit, elle tremblait et sanglotait. Je l'ai regardée droit dans les yeux et, d'un ton froid et ferme, lui ai dit qu'elle avait 10 minutes pour quitter ma maison. Si elle ne partait pas, je n'hésiterais pas à lui faire subir le même sort qu'à Mason. Elle a commencé à pleurer encore plus, répétant des excuses et disant qu'elle pouvait expliquer. Elle m'a supplié de ne pas la chasser, qu'elle aurait une chance de réparer les choses, mais je n'étais pas intéressé par ses excuses. J'ai regardé l'horloge et sans montrer aucune émotion, je l'ai averti. Maintenant, tu as 9 minutes. Quelque chose dans ma voix et dans mon regard l'a fait réaliser que je ne plaisantais pas. Elle s'est levée précipitamment, s'habillant avec des mains tremblantes. Entre les larmes, elle a pris une valise et a commencé à la remplir avec ce qu'elle pouvait attraper. Quand elle a enfin terminé, traînant la valise dans l'escalier, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Sa voix était brisée alors qu'elle me demandait de l'écouter, disant qu'elle m'aimait toujours et qu'elle méritait une explication. Sans répondre, j'ai pris sa main, fait glisser la bague de fiançailles de son doigt et l'ai poussée hors de la porte. Elle a essayé de résister, suppliant pour une autre chance, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai ouvert la porte et l'ai poussée dehors, sans regarder en arrière. Ses larmes et ses supplications ont résonné dans la nuit alors que je claquais la porte, mettant fin à cette histoire. Mason était toujours au sol, son visage ensanglanté par l'affrontement. J'étais furieux, mais je ne voulais pas porter le poids de quelque chose de pire lui arrivant. J'ai pris le téléphone et appelé mes parents, leur racontant tout ce qui s'était passé. Mon père était indigné par Mason, tandis que ma mère était sous le choc. Tous deux ont dit qu'ils viendraient immédiatement. Quand ils sont arrivés, ma mère, qui était infirmière, a pris la responsabilité de soigner les blessures de Mason. Heureusement pour lui, ce n'étaient que des coupures superficielles. Pendant ce temps, mon père m'a tiré dans le jardin, m'éloignant de la scène. Il a vu que mes mains tremblaient encore de colère et que j'étais sur le point de perdre à nouveau le contrôle. Un peu plus tard, Mason est sorti de la maison accompagné de ma mère. Son visage était enflé, le nez bandé, et sa chemise encore tachée de sang. Il n'a pas dit un mot. Et moi non plus. Mason a essayé de se justifier, disant qu'il n'avait jamais prévu que les choses se passent ainsi. Mais ensuite, il a lâché la bombe. Il a avoué qu'il était amoureux de Lila. En entendant cela, je l'ai enfin regardé, mon regard tranchant comme des lames. Il a continué à parler, insistant sur le fait que Lila ressentait la même chose pour lui. Comme pour minimiser la trahison, il a affirmé que c'était la première fois qu'ils étaient ensemble. Ensuite, il a pris son téléphone et m'a montré les messages qu'il échangeait avec elle. Des conversations remplies de flirts, de confidences et de confessions sur son malheur avec moi. Selon lui, c'est Lila qui l'avait appelé pour venir à la maison ce soir-là, croyant que j'étais encore au travail. Lire ces messages était comme jeter de l'essence sur le feu de ma colère. Mason continuait à parler, demandant pardon, mais en même temps essayant de justifier ses actions, disant qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Il m'implorait de lui pardonner, mais ses paroles ne faisaient qu'empirer les choses. Mon père, qui jusqu'alors écoutait tout en silence, a perdu patience et a sévèrement réprimandé Mason, lui faisant comprendre à quel point son attitude était méprisable. Ma mère, en revanche, a réagi différemment. Mason avait toujours été son préféré,
et il était évident qu'elle essayait de trouver un moyen d'atténuer la situation. Elle a commencé à dire que, indépendamment de ce que je déciderais de faire avec Lila, je devrais pardonner mon frère. Elle a affirmé qu'il était vraiment repentant, comme si cela rendait sa trahison moins grave. J'étais indigné par cela. Je l'ai interrompu et lui ai fait comprendre que je ne voulais ni sermon ni conseil. La seule chose que je désirais à ce moment-là, c'était qu'ils emmènent Mason loin de moi. Je ne supportais plus de le regarder. Mon père a compris et a aidé Mason à partir. Ma mère a hésité, essayant toujours d'intervenir, mais à la fin, elle est partie avec eux. Les semaines suivantes ont été un tourbillon émotionnel. Lila m'envoyait constamment des messages, implorant mon pardon et essayant de s'expliquer. Cependant, ces justifications n'étaient que des excuses répétitives, pratiquement les mêmes que Mason m'avait déjà dites. Elle insistait sur le fait qu'il n'avait jamais voulu me blesser, mais je les ignorais simplement. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel de Mason. Sa voix semblait nerveuse quand il a révélé que Lila était enceinte, et l'enfant était de lui. Il a dit que, pour cette raison, il voulait se marier avec elle et espérait avoir ma bénédiction. L'audace de cette proposition m'a laissé sans voix. Après tout ce qu'ils avaient fait, ils avaient encore l'audace de me demander cela? Ce qui a rendu la situation encore plus insupportable, c'est la réaction de ma mère. Elle avait déjà essayé d'apaiser les choses entre moi et Mason, mais maintenant elle voyait la grossesse comme une sorte de volonté divine. Pour elle, le fait que Lila soit tombée enceinte était un signe qu'ils étaient destinés à être ensemble. Ses paroles étaient une véritable gifle. C'était comme si elle essayait de justifier l'injustifiable, utilisant l'idée que tout s'était passé pour une raison supérieure. J'ai été direct avec elle. Je lui ai fait comprendre que je savais exactement ce qu'elle faisait et que, si elle décidait de soutenir Mason et Lila, alors notre relation s'arrêtait là. Et ce n'était pas du bluff. La trahison de mon frère était déjà difficile à avaler, mais voir ma propre mère se ranger de son côté était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon père a essayé de rester neutre, espérant peut-être que cela aiderait à réduire la tension. Mais ma mère n'abandonnait pas l'idée de transformer tout cela en un conte de rédemption. Elle a assuré à Lila qu'elle fournirait un soutien financier pour le bébé, mais à une condition. Le mariage devait avoir lieu. Mason voulait se marier de toute façon, et ma mère n'accepterait pas un petit enfant né hors mariage. Quand j'ai appris qu'ils allaient vraiment de l'avant avec cela, et même envoyer des invitations aux parents, j'ai été submergé par un mélange de colère et d'humiliation. Sans discuter, j'ai simplement tenu ma parole et coupé les liens avec ma mère et mon frère. Mais ma mère n'a pas abandonné si facilement. Pendant des semaines, elle a appelé sans relâche, laissé d'innombrables messages vocaux et même est apparue à ma porte sans prévenir, essayant de me convaincre de leur pardonner. C'était étouffant. C'est alors que j'ai réalisé que la seule façon de me libérer de cette situation était de partir. Tout laisser derrière moi. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai déménagé dans une autre ville, rompant le contact avec presque toute ma famille. Sauf avec mon père. Il a respecté ma décision, compris la nécessité de mon éloignement, bien que cela ait été douloureux pour lui de ne pas pouvoir me rendre visite fréquemment. Pendant ce temps, j'ai reconstruit ma vie morceau par morceau. Et pour m'assurer que le passé reste derrière moi, j'ai partagé mon nouveau numéro avec une seule personne, mon père. Au cours des dernières années, j'ai reconstruit ma vie, fait de nouvelles amitiés et finalement trouvé un sens de normalité. Mais rien n'aurait pu me préparer à la surprise d'hier. Lila est apparue à la porte de ma maison, sonnant à la porte. En ouvrant la porte, il m'a fallu un moment pour la reconnaître. La femme devant moi ressemblait à une ombre de ce qu'elle était. Ses vêtements étaient usés, son visage pâle et abattu, et ses cheveux fins et ébouriffés. À ses côtés, tenant sa main, se trouvait une petite fille qui ne semblait pas avoir plus de 2 ou 3 ans. Un seul regard m'a suffi pour percevoir la ressemblance avec Mason. Son expression était innocente, mais je savais exactement de qui elle était la fille. Je suis resté paralysé quelques instants, essayant de comprendre ce qui se passait. 1000 questions ont envahi mon esprit. Pourquoi était-elle ici? Comment m'avait-elle trouvé? Que voulait-elle de moi? Tous les efforts que j'avais faits pour l'oublier et surmonter ce qu'elle m'avait fait semblaient s'effondrer d'un coup. Brisant le silence, j'ai demandé directement « Lila, que fais-tu ici ?» Ses yeux se sont remplis de larmes, et sa voix tremblait alors qu'elle demandait à entrer, disant qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. Ma première réaction a été de refuser, de la renvoyer sur le champ, mais ensuite j'ai regardé l'enfant à ses côtés. Ses yeux étaient fixés sur moi, pleins de curiosité et d'innocence. Je n'ai pas eu le cœur d'être rude devant la petite fille, alors j'ai soupiré et les ai laissées entrer. Je les ai conduites jusqu'au canapé et leur ai offert un verre d'eau. Dès qu'elles se sont installées, je me suis assis en face d'elles et ai demandé, sans détour, quelle était la raison de cette visite inattendue. Je savais que Lila n'avait pas découvert mon adresse toute seule. Seul mon père savait où je vivais, et il n'aurait jamais révélé cela sans une raison très sérieuse. Cela m'a rendu encore plus méfiant. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent pour justifier cette intrusion dans mon espace? Au lieu de répondre immédiatement, Lila a ouvert son sac et en a sorti une enveloppe, me la tendant sans rien dire. En reconnaissant l'écriture de ma mère,
Un poids s'est formé dans mon estomac. À contre-cœur, j'ai ouvert la lettre et commencé à lire. Le contenu était révoltant. En quelques mots, ma mère me rendait responsable de réparer le gâchis que Mason avait laissé derrière lui. Elle détaillait les difficultés que Lila et sa fille rencontraient, expliquant que, en tant que frère de Mason et oncle de Jessie, il m'incombait d'assumer cette responsabilité et de les aider. J'ai regardé Lila, incrédule et furieux. J'ai brandi la lettre et demandé « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» C'est alors qu'elle s'est effondrée et m'a raconté toute la vérité. Selon elle, Mason n'avait jamais été fidèle pendant le mariage. Dès le début, il avait maintenu des liaisons extra-conjugales, et même après la naissance de Jessie, il avait continué à tromper Lila. Malgré cela, elle avait insisté pour maintenir la relation, espérant que les choses s'amélioreraient avec le temps. Sinon pour elle, du moins pour sa fille. Mais il y a 3 mois, Mason a simplement disparu. Sans explication, sans adieu, sans laisser de traces. Depuis lors, Lila était complètement seule, sans revenus, sans économie et sans endroit où vivre. Le loyer de l'appartement où il vivait dépendait de Mason, et maintenant qu'il était parti, elle ne pouvait plus se maintenir. Ma mère, se sentant obligée d'aider à cause de Jessie, donnait de l'argent à Lila pour qu'elle et sa fille ne meurent pas de faim. Mais, avec Mason hors du tableau, elle a décidé qu'elle ne voulait plus cette responsabilité. Alors, au lieu d'assumer la situation, ma mère a trouvé plus commode de me refiler ce fardeau. L'indignation m'a envahi. Comment ma mère osait-elle essayer de me forcer à m'occuper de Lila et Jessie après tout ce qui s'était passé? Elle n'avait pas seulement défendu Mason au moment de la trahison, mais essayait maintenant de me faire payer pour les conséquences de ses erreurs. J'ai regardé Lila et suis allé droit au but. Penses-tu vraiment que j'ai une quelconque obligation de t'aider? Elle a détourné le regard, retenant ses larmes. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle avait utilisé le dernier qu'elle possédait pour mettre de l'essence dans la voiture et me trouver. J'aurais pu être plus froid, j'aurais pu simplement la renvoyer sans regarder en arrière. Mais, même si je n'avais aucune obligation envers elle, je ne pouvais pas complètement ignorer la situation de cette enfant innocente. À la fin, j'ai donné à Lila quelques billets avant de lui demander de partir. Depuis lors, une partie de moi sent que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas mon devoir de corriger les erreurs de Mason, ni de me sacrifier pour sauver Lila de ses propres choix. Mais, en même temps, je ne peux pas complètement ignorer le poids de ce qui s'est passé, surtout en pensant à cette petite fille, qui n'avait rien à voir avec le chaos qui l'entourait. Si quelque chose est devenu encore plus clair pour moi avec cet épisode, c'est à quel point ma mère a été injuste. Sa tentative de me manipuler pour assumer la responsabilité de Mason n'est pas seulement absurde, mais aussi profondément égoïste. Elle a passé des années à mettre mon frère sur un piédestal, le protégeant de toute conséquence réelle. Et maintenant, une fois de plus, elle veut balayer ses erreurs sous le tapis, à mes dépens. Mais une chose est sûre, cela n'arrivera pas. Pas cette fois. Je comprends que ma mère puisse se sentir obligée d'aider à cause de sa petite fille, mais cela ne signifie pas que je doive réparer les erreurs de son fils, surtout après la façon dont elle a complètement ignoré mes sentiments et s'est rangée du côté de Mason pendant toute la trahison. Sa demande me semble encore plus absurde. Je suis d'accord avec certains d'entre vous qui ont dit que mon père m'a aussi trahi. Au lieu de me donner le soutien dont j'avais besoin à ce moment difficile, il est resté neutre. Oui, il a réprimandé Mason une fois, mais il n'a jamais pris une position ferme à mes côtés et n'a pas contesté les manipulations de ma mère. Il a aussi sa part de responsabilité dans cette trahison. Je prévois de lui parler bientôt. Lila a été abandonnée par Mason, mais cela ne signifie pas que ce soit ma responsabilité de m'occuper d'elle. Elle a fait ses propres choix et, bien que j'éprouve une certaine compassion pour la situation dans laquelle elle se trouve, cela ne signifie pas que je lui doive quelque chose. Le fait qu'elle soit apparue à ma porte sans rien à offrir, juste une histoire triste et une enfant, ne fait que renforcer son désespoir. Ma décision de donner de l'argent à Lila et de lui demander de partir était une manière d'établir des limites. Je ne l'ai pas fait par vengeance, mais pour clarifier que ce n'est pas à moi de réparer les dégâts laissés par Mason. Je ne suis pas obligé de l'aider simplement parce qu'elle traverse maintenant des difficultés. Non, cet enfant n'est définitivement pas le mien. Lila et moi avions déjà rompu des semaines avant qu'elle ne tombe enceinte, et quand notre relation a pris fin, cela faisait déjà un bon moment que nous n'avions plus d'intimité. La chronologie est claire, et il n'y a aucune possibilité que je sois le père. De plus, Jessie est la copie conforme de Mason. Son visage, ses yeux, son sourire. La regarder, c'est comme voir Mason enfant. Je n'ai aucun doute qu'il est le père, et je n'ai pas besoin d'un test de paternité pour le confirmer. Je ne vais pas me laisser entraîner dans plus de confusion. Non, je ne veux pas adopter ma nièce. Je peux à peine croire que certaines personnes aient suggéré cela. Indépendamment de la situation financière ou émotionnelle de Lila, elle est la mère et doit assumer cette responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a jamais travaillé après le mariage ou pourquoi elle n'a pas économisé d'argent. Mason est le père, et même s'ils se sont séparés, il doit s'occuper de sa fille. Il n'a pas d'autre choix que de payer la pension alimentaire. Mise à jour.
j'ai parlé à mes parents de tout cela. Je soupçonnais déjà que mon père avait donné mon adresse à Lila, mais je voulais l'entendre directement de lui. Je l'ai appelé et lui ai demandé, sans détour, pourquoi il avait décidé de partager ma localisation avec elle, même en sachant que je lui avais demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire. Je voulais aussi savoir ce qu'il attendait de moi pour Lila et sa fille après tant d'années. Mon père est resté silencieux un moment, visiblement mal à l'aise. Puis, il a soupiré profondément et s'est excusé. Je suis vraiment désolé, fils. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider Lila, mais avec Mason disparu depuis si longtemps, nos mains étaient liées. Ta mère a insisté pour que je te donne son adresse. Elle croyait que, si tu la voyais après tout ce temps, tu pourrais être touché et l'aider, puisqu'elle n'a nulle part où aller. J'ai senti ma frustration monter et ai demandé directement. Pourquoi penses-tu que j'aiderais quelqu'un comme elle? Elle m'a trahi avec Mason, m'a profondément blessé, et maintenant vous voulez que je l'aide? Mon père a dit qu'il comprenait ma colère et a expliqué que ni lui ni ma mère ne voulaient que les choses en arrivent là, mais que Lila et Jessie faisaient toujours partie de la famille pour eux. Pour lui, j'étais leur dernier espoir. Il s'est excusé à nouveau, mais je ne voulais plus l'entendre. Je lui ai dit que notre relation s'arrêtait là. J'avais confiance qu'il serait différent de ma mère, mais au final, ils sont pareils, des traîtres. Il croyait vraiment que je pourrais oublier le passé, accepter Lila et la fille de mon frère dans ma vie et assumer la responsabilité pour eux? C'est incroyable à quel point mes parents ne se sont jamais vraiment souciés de moi. J'ai dit à mon père, sans hésitation, qu'il devrait effacer mon numéro et faire comme si je n'avais jamais existé. Et puisqu'il sait où j'habite, je l'ai prévenu que, si ma mère apparaissait à ma porte, j'appellerais la police. Mon père a essayé de s'excuser à nouveau, me suppliant de l'écouter, mais je ne voulais plus rien savoir. Ma voix est restée ferme alors que je parlais, mais le poids de ses mots était indéniable. Ne m'appelle plus, ai-je dit, en raccrochant. C'est tout, tu as fait tes choix, et je fais les miens. Sans attendre de réponse, j'ai raccroché et bloqué son numéro immédiatement. Ce qu'il a fait est impardonnable, et il n'y a pas de retour en arrière. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai finalement réussi à retrouver Mason avec l'aide d'un ami. Il s'avère que Lila avait raison. Mason vit avec sa nouvelle petite amie dans une ville voisine, faisant comme s'il n'avait aucune responsabilité, comme s'il n'avait jamais eu de famille. Je pouvais à peine croire que c'était le même homme qui, 3 ans plus tôt, avait eu l'audace de me regarder dans les yeux et de me dire qu'il aimait Lila. Le même homme qui avait détruit ma vie sans hésitation. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé, il vivait avec une autre femme, comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait simplement laissé derrière lui sa propre famille sans le moindre remords. C'était révoltant, incroyable. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi égoïste, aussi froid? Le fait qu'il agisse avec une telle indifférence, comme s'il avait simplement abandonné sa propre famille sans aucun regret, me dégoûtait. Après avoir découvert où il se trouvait, j'ai envoyé l'adresse à Lila. Je ne voulais pas m'impliquer davantage dans leurs problèmes, mais je ne voulais pas non plus la laisser complètement sans solution. Alors, je lui ai donné un dernier conseil. Engage un avocat et demande le divorce et la pension alimentaire dès que possible. Fais-le maintenant, avant que Mason ne disparaisse pour de bon. J'ai également envoyé un peu d'argent, juste assez pour l'aider temporairement. Lila m'a remercié, et j'ai pu sentir le soulagement dans sa voix. Elle s'est excusée à nouveau, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, mais je ne voulais plus l'entendre. C'est fini, ai-je envoyé par message. Ne me contacte plus, ne viens plus à ma porte. C'est la dernière chose que je fais pour toi. Ce que nous avions, quoi que ce soit, appartient au passé. Je veux continuer ma vie sans plus d'interférence.